Bonjour à tous. Quelle est la caractéristique linguistique de l'Internet d'aujourd'hui? L'anglais dominateur et langue universelle ou bien le multilinguisme qui s'est imposé? C'est l'objet de la présentation. Il y a une version exécutive beaucoup plus courte si vous n'avez pas beaucoup de temps. Là, ça va être la version complète. En février 2022, Statista, une entreprise commerciale agrégateur de statistiques, fait un grand buzz médiatique avec la déclaration que l'anglais est la langue universelle de l'Internet. Pour ce faire, elle s'appuie sur des statistiques de deux entreprises commerciales, marketing, W3Tech, une entreprise spécialisée dans des sondages sur les technologies du web, une entreprise de bonne qualité, et Internet World Stat, une entreprise spécialisée dans marketing également, dans les données statistiques sur l'Internet dans le monde. La présentation est faite avec ces deux cercles. L'un des cercles donne le pourcentage d'internautes dans la langue et l'autre cercle donne le pourcentage de contenu dans la langue. C'est assez intéressant comme présentation parce que nous avons défini par ailleurs dans notre méthode que je vais présenter un indicateur important qu'on appelle productivité des contenus, qui est justement le rapport entre pourcentage de contenu et pourcentage d'internautes. Et vous voyez que cet indicateur, selon les langues, passe de 2,7, 2,5, 1, 0,2, 0,3, etc. On va y revenir. À la même date, l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet que je dirige annonce ses derniers résultats sur la mesure de la place des langues dans l'Internet en disant que sa méthode est arrivée à maturation, le travail sur les biais qui a duré depuis 2017, donc pas mal d'années de travail sur les biais, est arrivé à maturation. On a des chiffres que l'on considère fiables. La déclaration est que la transition de l'Internet entre la domination des langues européennes avec l'anglais en premier et celle des langues asiatiques et de l'arabe avec le chinois en premier est très avancée. Et le gagnant est le multilinguisme. L'Internet est devenu multilingue. Mais les langues africaines ont du mal à prendre leur place aujourd'hui. Ce sera pour le futur. Clairement, ce sont deux approches complètement antagonistes. Pour l'Observatoire, l'anglais et le chinois sont ex aequo dans les contenus à 20%, suivis par l'espagnol à 8% et l'hindi et le français à 3,5%. Pour W3Tech, l'anglais est au-dessus de 50%, le chinois au-dessous de 2%, 10 fois moins que nos chiffres, l'espagnol 2 fois moins que nos chiffres, l'hindi 40 fois moins que nos chiffres, le français c'est à peu près la même valeur des deux côtés, 3,5, 2,5. Alors Statista, W3Tech et Intermostal ne sont pas des entreprises d'illuminés, ce sont des sources sérieuses et extrêmement influentes. W3Tech est une source sérieuse dans le monde des technologies du web. La langue est une technologie du web un peu particulière. Nous allons voir que c'est ce qui a manqué à W3Tech, c'est de comprendre le critère du multilinguisme. En tout cas, ces sources ont une influence énorme dans le grand public à travers Google, qui les cite dans tous les résultats de recherche sur des thèmes de langue et Internet, y compris de Wikipédia, qui ne prend pas trop la peine de vérifier ses sources sur ce sujet et met en avant ces données. Et de l'autre côté, l'Observatoire, qui a eu une période d'influence dans le passé importante entre 1997 et 2007, mais qui aujourd'hui, la recherche dans l'Internet ayant évolué de manière extraordinairement néfaste pour des sites sans but lucratif, la découvrabilité des sites culturels et scientifiques sans but lucratif est devenue un challenge extraordinaire. Même si vous êtes cité dans la presse, même si vous avez des articles scientifiques qui sont cités assez souvent, vous n'apparaissez pas dans les recherches à très haut niveau, sauf bien entendu avec Google Scholar, Google Académique, qui est un outil qui est plutôt utilisé dans le monde de la recherche. Pourtant, nos méthodologies sont décrites dans le moindre détail en 4 langues et ont fait l'objet de publications dans des revues révisées par des pairs, ce qui n'est pas le cas des données plus en haut. En tout cas, il est clair qu'une au moins des deux sources, peut-être les deux, sont totalement dans l'erreur. Donc, une entreprise commerciale, Statista, qui a une particularité quand même qui préoccupe au niveau de l'éthique,
Les données gratuites, les données sont en général payantes, mais elle met des données gratuites, c'est une stratégie normale dans l'Internet pour attirer les clients. Quand elle donne des données gratuites, bien souvent, les sources ne sont pas révélées. Pour savoir la source, il faut payer, ce qui est quand même un problème au niveau de l'éthique de l'information. W3Tech est une entreprise autrichienne, donc spécialisée dans les technologies du web, et elle nous donne les contenus pour les 40 premières langues et elle les met à jour au quotidien. Nous allons voir sa méthodologie tous les jours, elle met à jour ses données. Internet Worldstat est une entreprise en Colombie de marketing très sérieuse qui donne des statistiques depuis de longues années. Et dans le cas des langues, elle nous donne les 10 premières langues en termes d'internautes. Quant à l'Observatoire, ça a été un programme d'une ONG, Association Réseau Développement Funredes en espagnol, puis qui a donné des chiffres réguliers sur les langues latines, l'anglais et l'allemand entre 1998 et 2007, qui a arrêté en 2007 de faire ces mesures parce qu'elle se servait des moteurs de recherche et elle ne pouvait plus le faire à cause de l'évolution toxique, je dirais, des moteurs de recherche. Et depuis 2017, elle a une nouvelle méthodologie et qu'elle a mis au point entre 2017 et 2022 et elle donne des indicateurs pour les 329 langues de plus d'1 million de locuteurs, avec des tableaux assez intéressants sur la cybergéographie des familles linguistiques. Les mises à jour sont annuelles. Voilà un exemple de ce que fait l'Observatoire. Sur la partie de gauche, vous voyez les indicateurs que nous fabriquons, pourcentage d'internautes, pourcentage de gens connectés, pourcentage de contenu, la présence virtuelle d'une langue dans l'Internet, qui est le rapport entre contenu et locuteur, la productivité des contenus, qui est le rapport entre contenu et pourcentage d'internautes, et donc pour 329 langues, 138 langues africaines, 8 langues des Amériques, l'arabe, 135 langues asiatiques, 47 langues européennes. Nous n'avons pas de langues du Pacifique malheureusement parce qu'elles ont moins de 1 million de locuteurs. Alors si on analyse de plus près, on voit que les résultats sont complètement divergents. À gauche, vous avez les résultats de l'Observatoire pour les langues les premières, anglais, chinois, espagnol, russe, hindi, français, portugais, arabe, japonais, allemand, malais et turc. Et à droite, les résultats de W3Tech, et ça ne coïncide pas. 64% pour l'anglais d'un côté, 20% de l'autre, 1,3% pour le chinois d'un côté, 20% de l'autre. Il y a vraiment des différences énormes. Et si on regarde l'indicateur de productivité des contenus, qui est la colonne en marron, on voit dans le cas de l'Observatoire que ce sont des chiffres qui vont entre 0,81 et 1,38 pour le plus grand, qui est le japonais, qui a la meilleure productivité de contenu, et pour l'anglais, qui est très fort, 1,35. L'expérience historique de l'Observatoire, c'est que cet indicateur s'est toujours maintenu entre 0,5 et 1,5. Parce qu'il doit y avoir une sorte de loi économique qui lie la production de contenu à la quantité d'internautes. Plus vous avez d'internautes dans une langue, plus les contenus vont apparaître parce qu'il y a une sorte d'offre qui répond à la demande. Alors, si vous regardez les résultats de W3Tech, le rapport de productivité de contenu, il est absolument aberrant. Il va de 2,5 à 0,002. Ce sont des chiffres qui, pour nous qui travaillons sérieusement sur le thème, ne sont pas crédibles. Donc, voici la page d'Internet Worldstat qui donne les 10 premières langues en termes d'utilisateurs. Voici la page historique de W3Tech qui nous dit qu'entre 2012 et 2023, pratiquement, l'anglais est resté stable entre 56% et 56%, passant parfois à 64%. Suivi par le russe, l'espagnol, le français, l'allemand. En fait, ce ne sont pas les mêmes données. Alors, on ne va pas rentrer dans une querelle d'experts maintenant, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but de la réunion, mais on peut se poser quelques questions de mathématiques très simples, avant le bac. Comment est-ce possible que l'anglais soit resté stable depuis plus de 10 ans, alors que la topologie linguistique du web, un univers en expansion, a été bousculée par l'entrée massive des langues asiatiques et de l'arabe, et que le pourcentage d'internautes anglophones a été divisé par 2 dans la période? C'est comme un ballon qui gonfle. Pour maintenir dans ce ballon la même surface, vous devez croître aussi vite que le ballon. Ça veut dire que pour que l'anglais se maintienne, quelle coïncidence, toujours à la même valeur, il aurait fallu que le nombre de contenus croît aussi vite que l'Internet. Alors, si on regarde à gauche la courbe que nous donne Netcraft
c'est plus compliqué que ça. Vous voyez qu'en bleu, il y a une sorte de courbe exponentielle du nombre de serveurs, mais la courbe des sites actifs qui fonctionnent en rouge est beaucoup plus lente. En réalité, l'Internet c'est pratiquement un organisme vivant dans lequel les sites web naissent puis meurent. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de mouvements, il y a beaucoup de sites qui meurent et des sites nouveaux qui arrivent. Mais dans ce renouvellement, vous pouvez bien comprendre intuitivement que les sites qui meurent, c'est des sites du passé qui étaient en anglais souvent, et les sites qui naissent, c'est souvent des sites des nouvelles langues qui rentrent dans l'Internet. Donc il y a quelque chose qui ne tient pas la rampe sur cette histoire dans un monde en expansion exponentielle d'une langue qui se maintient de manière stable. D'autre part, est-ce que c'est crédible que les locuteurs du chinois et de l'hindi ensemble, qui représentent presque un quart des internautes, c'est quand même énorme, auraient simplement 1,4% des contenus? Pourquoi diable les gens ne fabriquent pas des sites web en Inde et en Chine? Bien entendu, ils en fabriquent aussi, il y a la même dynamique économique et il y a une sorte de proportionnalité plus ou moins vraie entre le nombre d'internautes et le nombre de sites web. Donc ça, c'est un petit peu le bon sens qui devrait faire que des chercheurs qui utilisent ces données se disent attention, il y a un problème là, ça ne tient pas la rampe tout ça. Alors quel est le problème avec la méthode, sans rentrer dans les détails? W3Tech utilise un algorithme de reconnaissance des langues sur la page d'entrée, c'est très important, sur la page d'entrée des 10 millions de sites les plus fréquentés. Aujourd'hui, le web est un ensemble presque infini. Il est difficile de considérer qu'on pourrait, quoique des entreprises comme Google pourraient le faire, qu'on pourrait analyser chaque page présente sur l'Internet, analyser sa langue. Donc ça coûte trop cher. Ce qu'ils font, c'est prendre un échantillon qu'ils espèrent représentatif de l'ensemble du web. 10 millions de sites, c'est moins de 5% du web. Il y a, comme vous l'avez vu sur la coupe précédente, des milliards de sites. Alors, prendre la page d'entrée et déterminer une seule langue pour un site web, c'est ne pas prendre en compte le multilinguisme. En réalité, la majorité de nombreux sites web sont multilingues. Donc, si on compte une langue pour un site, à partir d'un algorithme qui est lui-même dans un environnement anglophone, ben on va compter anglais, par exemple Facebook, site en anglais, alors qu'il a une centaine de versions linguistiques différentes. On va compter anglais, un site dans une autre langue, mais qui a mis quelques mots d'anglais sur la page d'entrée, ou qui a mis un résumé, ou qui a une page d'entrée qui est bilingue, anglais et la langue locale. Donc on va avoir un taux d'erreur qui est gigantesque. Le degré de multilinguisme de l'humanité, aujourd'hui, est évalué à 40%, supérieur à 40% par ethnologue. Si on divise le nombre de locuteurs de langues dans le monde par le nombre d'humains, on a 1,4. Ce qui veut dire que 40% des humains parlent plus d'une langue. Quel est le degré de multilinguisme de la toile? Il est probablement bien supérieur à celui de l'humanité. C'est beaucoup plus facile d'avoir un site web qui parle une centaine de langues que d'avoir un humain qui parle une centaine de langues. Les humains ont des limitations que n'ont pas les sites web. En tout cas, tout ça conduit à une surestimation de l'anglais qui est gigantesque. Alors, quand on parle de données, quand on parle de statistiques, on parle de biais. La recherche des biais est un travail élémentaire pour les gens qui fabriquent des données. Quand vous prenez des données statistiques, vous devez avoir un réflexe toujours qui est quelle est la méthode, quels sont les biais de la méthode et qu'est-ce qu'a fait l'auteur de ces données pour compenser les biais. Alors, quand en plus les chercheurs utilisent les données sans vérifier les biais et qu'en plus des outils qui ont un marketing extraordinaire comme Statista et même Wikipédia relancent les mêmes données sans en vérifier les biais, on est dans une situation vraiment bien compromise. En tout cas, de notre côté, il est possible qu'on soit dans l'erreur, mais la différence, c'est que dans le moindre détail, la méthodologie est expliquée et qu'en réalité, 80% de notre travail, si ce n'est pas plus, a été sur l'analyse et la correction des biais. Le plus gros du travail, c'est un travail sur les biais. Alors, l'histoire se répète. Voici deux courbes. En rouge, vous avez les médias rapportant la place de l'anglais dans l'Internet. En bleu, les mesures de l'Observatoire. Avec le fait qu'entre 2007 et 2017, nous n'avions pas de mesures. Nous avons juste relié les deux points de nos dernières mesures en 2007 et de nos premières mesures en 2017. En tout cas, la courbe
elle a l'air assez cohérente. Elle part de 80% et elle tend vers 20%. La, en ce qui concerne la courbe en rouge, vous voyez qu'elle est stable à 80% entre 1998 et 2008, puis elle est stable à 60% entre 2010 et aujourd'hui. Assez curieux. Puis il y a un point de singularité. Pourquoi cette singularité? Parce que l'UNESCO a publié en 2009 nos travaux et nos analyses de toutes les méthodes existantes. Cela a eu un effet médiatique et du coup, les médias ont rapporté nos mesures de 50% entre 2009 et 2012. Est-ce que tout cela est vraiment très important? Ben oui, nous sommes certes dans l'ère de la désinformation, mais il est quand même préoccupant que cette désinformation ne touche pas seulement le grand public, mais elle touche des chercheurs sur les thèmes linguistiques. Elle touche des responsables de politique publique sur un sujet dont l'importance dépasse de plus en plus le culturel. L'importance est économique. Le thème des langues dans l'Internet n'est pas un thème anodin aujourd'hui quand 20% du commerce mondial est du commerce électronique et que toutes les études coïncident sur le fait que les internautes préfèrent utiliser leur langue maternelle. D'autre part, si on regarde le monde, le Nord et le Sud, les politiques de développement qui sont énoncées par les organismes internationaux, par les pays, par les ONG, elles ont toutes le consensus sur le fait que la production de contenu en langue locale est un thème prioritaire. Comment voulez-vous motiver dans les pays du Sud les gens à construire des contenus dans leur langue quand on leur dit qu'il y a une lingua franca inéluctable et une domination irrépressible dans l'Internet de l'anglais? C'est une démotivation absolue. Le multilinguisme est une réalité imposante dans le monde virtuel et ne pas la prendre en compte aujourd'hui, c'est passer à côté complètement de la réalité. Alors, quelle réponse apporter à cette situation? Premièrement, il faut travailler sur la découvrabilité. L'Internet d'aujourd'hui, c'est un Internet du buzz, du bruit, de la haine. Il faut quand même qu'on en revienne un jour à ce fameux domaine universel de la connaissance qu'était l'Internet et donner sa place aux données sérieuses scientifiques. Il faut faire en sorte que quand les gens cherchent de l'information sérieusement dans l'Internet, elle tombe aussi assez rapidement sur les sources sérieuses. La littératie numérique, qui permettrait, en particulier la littératie informationnelle, aux utilisateurs d'être un peu plus réveillés quand ils utilisent des données. Il faut en faire une composante sur la manipulation des données et l'importance des biais. Il faut que les gens prennent le réflexe, toujours quand ils reçoivent des données, quelle que soit la source, que ce soit des données scientifiques, des données politiques ou des données des médias, d'avoir le réflexe d'analyse. Quelle est la méthode utilisée, quelle est la source première et quels sont les biais. Le multilinguisme est un élément fondamental à introduire dans de nombreux secteurs de recherche. On ne peut plus regarder le monde aujourd'hui à travers le prisme du monolinguisme. Le monde est multilingue et le monde virtuel va être de plus en plus, beaucoup plus multilingue que le monde non virtuel, pour des raisons évidentes. Et enfin, mais ça c'est une bagarre que nous avons depuis des années, voire des dizaines d'années, on ne peut pas continuer à abandonner le thème de la place des langues dans l'Internet au marketing. Le marketing, il a ses motivations, il n'a pas l'obligation d'évaluation par les pairs, il n'a même pas l'obligation de transparence sur la méthodologie. Et bon, il faut quand même que ce sujet revienne dans le monde de la recherche. Je voudrais motiver mes collègues des universités et de la recherche à travailler sur ce sujet. Et enfin, finalement, on pourrait essayer de motiver les médias pour qu'ils s'emparent de ce thème de manière un peu plus professionnelle, en étant un peu plus critique sur les données qu'ils utilisent. Et il y a probablement d'autres pistes que j'espère vont surgir de ce débat d'aujourd'hui. Je donne ici quelques références scientifiques pour ceux qui veulent approfondir. Et quelques banderies dans les médias sur notre travail, mais qui n'ont pas suffi à rendre nos résultats visibles, très visibles dans les moteurs de recherche.